Un secteur qui a, vous le savez, subi ces 8 dernières années un profond lifting. Alors il y a ce centre commercial qui est recouvert de cette canopée que les Parisiens connaissent bien dorénavant. Et puis de l'autre côté, vous allez le voir, il y a ces jardins qui ont été réaménagés, les jardins Nelson Mandela, qui sont d'ailleurs inaugurés ce week-end. Le projet avait été lancé en 2003 par l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, mais il a aujourd'hui dépassé le milliard d'euros. Il a fait couler beaucoup d'encre. Projet revu, diversement apprécié, dépassement des coûts, les polémiques se sont succédées ces 10 dernières années. On va en parler dans un instant avec nos invités. Et pour parler de ce nouveau visage des Halles, nous recevons nos invités. D'abord, Elisabeth Bourguina, vous êtes membre d'Accomplir. C'est une association qui a pour objet d'améliorer la qualité de vie et la qualité de l'environnement des habitants du centre de Paris. En face de vous, Jacques Baudrier, conseiller délégué auprès du maire adjoint de Paris en charge de l'urbanisme et des grands projets de renouvellement urbain. Et puis enfin, Jean-François Legaret, vous êtes maire du 1er arrondissement, maire LR du 1er arrondissement. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être présent sur le plateau. Peut-être déjà une question rapide pour ouvrir cette émission. Qu'est-ce que vous pensez en quelques mots de cette nouvelle physionomie des Halles, Elisabeth Bourguina? C'est certain qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire ça avec tant de frais et pour un résultat qui n'est pas tout à fait convaincant? Voilà, c'est la question. Jacques Baudrier? J'aurais un avis beaucoup plus positif. Je pense qu'il n'y a qu'à voir la fréquentation qu'on a aujourd'hui, à la fois sous la canopée, dans le jardin, cette fluidité. Je crois que c'est un projet urbain qui est réussi. La preuve, la fréquentation, et les Halles ont retrouvé une unité, un espace qu'on traverse, par lequel on passe et où on va beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément. Jean-François Legaret, cette physionomie des Halles? Si je devais dire un seul mot, je dirais enfin, parce que c'est quand même un chantier qui a beaucoup dérapé en complexité, en durée, en coût. Mais on est dans la phase d'achèvement, on n'y est pas encore tout à fait d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez étrange, Madame Hidalgo a l'habitude d'inaugurer des éléments inachevés. Quand elle est venue inaugurer la canopée, on était encore en phase, je dirais, de finition. Et aujourd'hui, ce jardin, comme vous le voyez, il a progressé, il a avancé, mais tout devrait normalement être terminé à la fin du premier trimestre 2019. Donc, pour un chantier qui, je le rappelle, a été lancé dans son principe par Bertrand Delanoë en 2001. Donc c'est quand même interminable. On va revenir notamment sur la genèse de ce projet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité nombre de polémiques. On a compté plus d'une dizaine de recours en justice. On revient sur 15 ans de projet et 15 ans de polémique avec William Vanqui. Souvenez-vous de ces projets d'architectes, un champ de pyramide, un vitrail géant ou des jardins suspendus. Il y a près de 15 ans, Bertrand Delanoë invitait les Parisiens à donner leur avis sur l'avenir du quartier des Halles. Laissons-les exprimer des choses qui vont nous influencer réellement. Le maire rêve d'un geste architectural fort. Les Parisiens lui répondent sobriété. Les couleurs, c'est vulgaire, c'est criard. Le projet qui doit être fait doit être le plus sobre possible. Un peu contraint, Bertrand Delanoë choisit donc l'architecte français David Mangin. Il pilotera la rénovation des Halles, mais le maire ne veut pas de cette toiture carrée à 9 mètres du sol au-dessus du forum. Pas assez audacieux. Le maire du 1er arrondissement ironise. Mangin a été retenu, mais il a été retenu pour ne pas réaliser le projet qu'il avait soumis. 3 ans plus tard, en 2007, une autre équipe d'architectes est donc désignée pour construire la canopée, cette toiture de verre et d'acier. Mais le budget prévu est largement dépassé. L'enveloppe pour les architectes jugée bien trop élevée par la justice, tandis que le forum est vendu à 2 groupes privés pour 238 millions d'euros, une bouchée de pain pour les riverains de l'association Accomplir. Vous imaginez ce que ça représente, un centre commercial au-dessus de la principale gare d'Île-de-France, au cœur de Paris, voilà. Et donc la ville a vendu les bijoux de famille pour payer les travaux qu'elle fait au bénéfice d'Unibail. Donc c'est un scandale. Polémique encore sur la sécurité, notamment lorsque des parpaings tombent devant le cinéma ou lorsque des blocs de béton traversent le plafond de ce magasin. On a toujours un peu l'impression qu'on risque de recevoir quelque chose sur la tête, mais enfin bon. Polémique toujours avec les commerçants des rues alentours qui subissent les travaux. Les gens, quand ils voient les travaux, ils viennent pas. Dans le commerce, le flux piéton, c'est essentiel. Si vous changez le flux piéton, vous perdez vos clients. La canopée est finalement inaugurée en 2016. On aime ou pas? Bertrand Delanoë, lui, savoure.
Moi, une de mes plus grandes joies, tu vois, Anne, c'est quand je me balade rue de Rivoli, je vois Saint-Eustache maintenant. Le temps des polémiques est terminé. Vient celui des fuites et des moqueries, car la canopée laisse passer l'eau. S'il y a la nécessité d'avoir un parapluie sous le toit, ça pose un petit problème quand même. Même l'aménagement du jardin inauguré ce samedi aura fait débat. Lorsqu'il a fallu déménager une aire de jeu pour enfants, par exemple. En 15 ans, rien n'aura été simple. Fictive ou bien réelle, la concertation n'a pas empêché la polémique. Et voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on regarde ce projet des Halles. Si on reprend, si on fait le listing un petit peu des polémiques, il y a cet architecte qui a été choisi, David Mangin, qu'on a finalement dépossédé de la majeure partie du projet puisqu'on lui a laissé que les jardins. Il y a cette canopée qui aura coûté le double de son coût initial, 230 millions d'euros au final. Des jardins qui sont critiqués aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure. Il y a la question de la vente du centre commercial à Unibail pour 238 millions d'euros. Et puis, ce coût global de l'opération, on a dépassé le milliard d'euros alors qu'on parlait à l'origine de 200 millions. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs dans la gestion de ce dossier, Jacques Baudrier ? Je crois qu'il faut se rendre compte de l'enjeu qu'il y avait à refaire complètement l'aménagement des Halles, parce que ça a été conçu dans les années 70-80 pour accueillir des flux de 300 000 personnes. Et aujourd'hui, c'est la gare la plus fréquentée d'Europe, l'espace le plus fréquenté d'Europe, avec plus de 750 000 personnes. Donc plus rien n'était aux normes. Tant la gare RER que les voiries souterraines. On se rappelle de l'accident du Mont-Blanc. Ça veut dire qu'il y a des coûts qui n'ont pas été anticipés à l'origine, c'est ça ? Il y a des coûts techniques de remise aux normes, parce que ça aurait été dangereux si ce grand chantier n'avait pas été engagé, qui était très important. On voit aujourd'hui la canopée, l'extérieur, le grand jardin de 4 hectares, la canopée, mais il y a aussi tout l'espace souterrain. Il y a l'espace des Halles est aussi profond souterrain qu'il est haut en hauteur au niveau de la canopée. Et tout ça, il y a eu un réaménagement complet qui était obligatoire et qui coûtait de toute façon techniquement un budget important et qui était absolument obligatoire et nécessaire pour la sécurité et les bons déplacements de l'ensemble des usagers, très nombreux, 750 000 par jour. Un coût du projet, plus d'1 milliard d'euros, qui s'explique par l'importance de ce projet. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit arrivé au 1 milliard et quelques d'euros ? Alors il y a des erreurs qui ont été commises à l'origine. Il y en a une qui est, je dirais, sur laquelle on ne peut que avoir des regrets historiques parce que c'était la première fois qu'on utilisait une procédure de marché public qui s'appelait le marché de définition, marché qui n'existe plus en droit français. Et en réalité, ce marché était infructueux. Et moi, en tant que membre de la commission d'appel d'offres, membre d'opposition, j'ai voté contre cette attribution du marché à David Mangin en disant le marché est infructueux. Si on avait suivi cet avis, je pense qu'on aurait évité de perdre au moins 3 ans de procédure totalement inutile. Et on aurait simplement constaté qu'aucun des architectes candidats ne répondait à la question posée. Alors voilà, maintenant, avançons, tournons la page. De toute façon, la polémique n'est pas close. Je signale que les magistrats de l'ordre financier, la Chambre régionale des comptes, travaillent à l'heure actuelle sur un rapport concernant cette opération des Halles. On verra bien ce qui sera dit. Ce qui est vrai, c'est que la canopée est une architecture inédite, assez audacieuse, extrêmement complexe, qui a posé de très très nombreux problèmes de constructibilité. Et c'est une des causes des dérapages en termes de calendrier et en termes de coûts. Quant au coût, il y a eu, on peut le dire quand même, une absence totale de maîtrise en termes de prévision, puisqu'on est parti à l'origine. En 2002, l'adjoint chargé des finances avait dit que ça ne coûtera rien à la ville de Paris. On est passé ensuite en 2004 à 250 millions TTC, puis en 2006 à 650 millions TTC. Puis en 2008, on nous a dit ce sera 850 millions, mais ce sera 850 millions hors taxe. Alors finalement, on est aujourd'hui à un chiffre qui est d'1 milliard 64 millions pour cette opération. C'est scandaleux pour vous, Elisabeth Bourguina ? Oui, je pense que le problème principal, la faute originelle, en fait, c'est que sur ce site, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a la ville de Paris, mais il y a toujours de plus en plus ce promoteur Unibail, il y avait la RATP. Et le problème, c'est qu'on n'a pas réuni ces gens-là au départ pour les mettre autour d'une table et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez chacun et combien vous êtes prêts à mettre là-dedans.
Et la ville de Paris est partie sur une espèce d'utopie qui était que comme Unibail était dans l'affaire et qu'Unibail était une énorme société, avait beaucoup d'argent, c'est Unibail qui paierait. Et l'adjoint en finance, M. Sauter, a dit la ville de Paris ne mettra pas un euro là-dedans. Sauf qu'à l'arrivée, donc la ville s'est lâchée, je dirais, est partie sur des grands projets, sur le fait de couvrir un puits de lumière avec un toit. J'ai toujours pas compris l'intérêt de ce toit. Mais donc les coûts sont partis très loin et quand ils se sont retournés vers Unibail pour dire maintenant faut payer, Unibail a dit non, c'est pas nous qui avons mené le projet et en plus on va vous demander des dédommagements très importants parce que tous ces travaux ça nous gêne. Et c'est comme ça que la ville finalement s'est trouvée amenée à vendre le Forum des Halles pour payer les travaux, faute d'avoir, je vous dis, fait cet accord, cette convention au départ pour savoir qui allait payer. Alors, on va peut-être entendre votre réponse, Jacques Baudrier, si vous souhaitez peut-être répondre à ces polémiques qui sont évoquées par Elisabeth Bourguina, notamment peut-être sur le centre commercial qui a été vendu à Unibail pour 238 millions d'euros. La réalité de la conception même du Forum des Halles, donc il y a un projet urbain, rappelons-le, la gare a ouvert en 1977, les derniers travaux en 1986-88, c'est que c'est un ensemble complètement inextricable du point de vue juridique, puisque la ville est responsable, le propriétaire, de la plupart des voiries souterraines au sein du centre commercial. Donc il y a une co-responsabilité, il y a la RATP donc, qui possède la gare, donc il y avait forcément un accord à trouver et une réflexion complète de l'ensemble des espaces, donc des accords à trouver, des équilibres, et de toute façon des coûts très importants à engager, je le répète, pour remettre tout ça aux normes et en faire un ensemble fluide. Et après, il y a le geste architectural de la canopée. Alors ça, j'entends le point de vue d'Elisabeth Bourguina. Nous participons à très nombreuses... C'est une question de goût, peut-être. Voilà, c'est une question... C'est une question de fonctionnalité. À quoi ça sert de boucher un puits de lumière? Moi, je comprends pas, personnellement. On se rappelle de la polémique sur la Tour Eiffel en 1900. À quoi ça sert? On aurait dû la démolir. C'est un geste architectural, moi, que personnellement j'apprécie. Je crois qu'il est plutôt apprécié. Il y a eu... Pour un grand geste architectural dans une capitale mondiale comme Paris, c'est normal qu'il y ait de la polémique, qu'il y ait du débat. Et voilà, et c'est un choix qui a été fait au cœur de Paris. Je crois que les Halles méritaient bien un tel geste. On va peut-être évoquer la question des jardins pour terminer ce tour de table sur ce que vous pensez de ce projet. Elisabeth Bourguina, vous êtes un peu vent debout contre ces nouveaux jardins. Vous trouviez que ceux qui étaient là avant étaient très bien, étaient suffisants? Non, il y a deux aspects. D'une part, on est très heureux qu'il y ait toujours un jardin parce qu'on a vu au début de votre reportage, le projet qui plaisait à la mairie de Paris, c'était celui de Coulas avec 21 tours de 30 à 35 mètres dans cet espace. Je vous laisse imaginer ce qui serait resté comme espace vert. Donc nous, c'est notre principale victoire d'avoir gardé un jardin aux Halles et notre slogan à l'époque c'était le jardin des Halles n'est pas un terrain constructible. Mais vous dénoncez une bétonisation de ce Mais jardin. alors après, quand on regarde dans le détail ce qui a été fait, si vous voulez, c'est avant tout un camailleux de béton. Si je regarde autour de moi ce que j'ai, franchement les pelouses sont très loin, mais tout ça c'était végétalisé à l'époque puisque la végétalisation elle est même à droite là, des bâtiments et aujourd'hui on a un immense parvis de béton qui fait suite au grand sol de béton sous la canopée qui se prolonge par une grande allée de béton au milieu, qui se prolonge de nouveau par un grand parvis de béton au bout du jardin. Et en hiver, pendant 6 mois de l'année quand même, les pelouses sont fermées. Ça, on l'avait dit à l'avance, faites pas trop de pelouse d'un seul tenant parce qu'en hiver, on ne pourra pas y aller. On nous avait dit, mais si, ça sera de l'herbe résistante, etc. Mais nous, on est là pour voir que 6 mois de l'année, c'est fermé. Donc, il reste quoi dans ce jardin pendant 6 mois de l'année? Du béton. C'est vraiment dommage. Le coût, c'est... Vous dénoncez, Jean-François Le Garret, un coût un peu trop important pour ces jardins. Oui, alors, le chiffre officiel annoncé par la ville de Paris, c'est 30 millions, mais ça, c'est pas vrai. C'est 84 millions si on prend en compte les crédits d'études, les frais de démolition de tous les ouvrages et les gisements, etc., les honoraires. Donc, c'est pas 30, c'est 84, ce qui montre déjà quand même une approximation plus qu'importante en termes de chiffres. C'est cher ce que vous dites pour... Ça a été en réalité le lot de consolation donné à David Mangin, à qui on avait accordé le marché, puis on lui a retiré. Donc il s'est un peu rattrapé et moi je voudrais rappeler que le 16 février 2011, en une seule matinée, on est venu abattre ici même 343 arbres qui étaient tous en parfaite santé. Voilà. Alors on nous dit on a replanté plus d'arbres. Sur un jardin qui n'est pas plus grand. Et puis, on voit que ce jardin, il vient d'être planté. C'est comme tous les jardins, il sera probablement plus beau quand il aura 10, 20 ans et qu'il aura poussé. Mais on avait un jardin dans lequel il n'était absolument pas nécessaire de raser tous ces arbres. Donc on s'est battu, j'ai déposé des recours contre le permis de démolir le jardin. Malheureusement, je n'ai pas été suivi par le tribunal administratif. Mais voilà. Donc, l'aménagement de ce jardin est probablement l'élément le plus discutable, le plus polémique, parce qu'on a un jardin, on peut le regarder vu d'ici, qui est quand même extrêmement minéral et qui est
dont le plan a été conçu pour être vu d'avion. Voilà, il y a une espèce de rési, un dessin qui est totalement imperceptible du sol, mais peut-être que votre drone pourrait en capter. Justement, on est en train de le voir d'ailleurs actuellement, hein, vu d'avion, ce jardin. Très rapidement, quelques mots. Qu'est-ce qui a guidé le réaménagement de ce jardin? Est-ce qu'il n'y avait pas une logique sécuritaire? Il y avait des îlots avant qui offraient des espaces de discrétion pour les dealers. M'inscrire en contrepoint à mes deux contradicteurs là, parce que le projet de David Mangin a été sélectionné parce que c'était un toit dans un jardin. Donc le cœur du choix à l'époque, c'était justement le jardin. Je crois qu'on est en phase avec Mme Bourguina sur ce point. Et donc un jardin de 4,3 hectares où les surfaces végétalisées entre ce qu'il y avait avant et aujourd'hui ont augmenté d'1 hectare. Il y a 2 fois plus. C'est faux ça, c'est totalement faux. Ça c'est un mensonge, alors là, complètement faux. Et il y a plus d'arbres. Aujourd'hui, il y a 43 arbres de plus qu'il y en avait précédemment. Et ils avaient 30 ans les arbres. Et en tout cas de mon point de vue, les espaces de pelouse, où vous voyez qui sont aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous, hein, elles sont très utilisées et les espaces sont beaucoup moins morcelés que les espaces précédents. Donc voilà, en tout cas... Excusez-moi, c'est pas parce que le jardin est comme il est que les gens sont là. La fréquentation des halles que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est une donnée de base. Les gens sont là parce que c'est un nœud ferroviaire le plus important d'Île-de-France. Ça pourrait être encore 10 fois pire, il y aurait toujours autant de monde, simplement parce qu'il n'y a pas d'espace vert aux alentours et que les gens ont besoin d'être là. Alors ne vous basez pas sur la fréquentation du jardin, surtout aujourd'hui qui fait beau, pour dire que ce jardin est réussi. Alors, si vous pensez que les gens vont se déplacer d'ailleurs dans Paris pour venir voir le jardin des Halles, moi j'en doute. Les gens ils iront au jardin du Luxembourg ou ils iront aux Tuileries, mais jamais personne viendra ici pour visiter ce jardin qui est complètement nul, excusez-moi. Alors on va avancer un petit peu dans l'émission et se replonger dans les années du Forum des Halles, hein, lorsque Châtelet était un lieu de rendez-vous pour bandes rivales. C'était dans les années 80 et les problèmes de sécurité se sont d'ailleurs poursuivis, hein, dans les années 90-2000. On remonte le temps avec Bruno Lopez et Moustapha Tafni. Le Forum des Halles dans les années 80, une dualité. Au début, c'était branché. On y venait pour acheter des disques d'importation ou un jean à la mode. Un quartier Soho à la française, en quelque sorte. D'un autre côté, attiré par l'apparence de la vie facile, une jeunesse un peu paumée. Ayant rompu toutes les amarres, familiales, scolaires et sociales, ils cherchent à se regrouper pour trouver chaleur et sécurité. Une présence de marginaux qui s'explique aussi par la situation du forum. Un accès facile, au cœur de la capitale et au carrefour des transports en commun. Les Halles, à cette époque, alors, c'est comme à la Samaritaine. On y trouve de tout. Prostitution, salle de jeu, de la drogue avant tout. Vu que je suis consommateur, à petite dose, bon, je viens aux Halles me servir. T'as l'impression que tu prends aucun risque? Voilà, absolument. Tu te caches plus, tu vas demander comme si tu allais acheter un malabar. Chaque année, près de 4000 personnes sont interpellées ici pour trafic de stupéfiants. Un chiffre qui représente 50% des arrestations liées à la lutte contre la drogue dans la capitale. On a connu des phases d'insécurité, de marginalité et des opérations de police qui ont été là pour rétablir l'ordre parce qu'il faut bien reconnaître que c'était bien nécessaire. Ces descentes de police n'empêchent pas les bandes rivales de choisir les Halles comme terrain d'affrontement. Dès le début des années 80, autour de la fontaine des Innocents, les premiers skinheads attaquent qui bon leur semble. Des groupes antifascistes répondent coup pour coup. Patrick Lono était l'un d'entre eux, les Black Dragons, un gang né aux États-Unis et apparu en France en 1983. C'était la période où en fait notre conscience politique naissait. En fait, on prenait conscience en fait du monde qui nous entourait, de la politique comment elle se pratiquait et de la politique comment elle se pratiquait par rapport à nous. Quelle était notre place dans le pays dans lequel on vivait? Nous qui? Nous, les Black Dragons. Noirs, Black Dragons. Alors, la chasse aux skins, c'est pour se venger des provocations et des coups reçus. Les Halles, c'est l'endroit où on se retrouve pour régler ses comptes. Il pouvait y avoir un groupe de skins qui passe comme ça, ils voient 2-3 noirs ou quelques arabes, ils les tapent directement et puis ils s'en vont. Ouais. Donc, et puis nous, pareil, donc on passait, on envoyait 1-2, voilà. Ces gangs politisés ont disparu, mais le quartier est resté le théâtre d'agitations sporadiques. Voilà, donc la situation des Halles dans les années 80. Jean-François Le Garret, est-ce que d'un point de vue sécuritaire, ça va mieux aujourd'hui dans le quartier?
Écoutez, d'abord, la canopée, les commerces sont en train de revivre déjà depuis quelques mois. On voit qu'ils ont retrouvé une intensité maximale. La communication complète entre la canopée et le jardin n'est pas encore définitivement établie, mais on a pris des dispositions. J'avais demandé au préfet de police, il y a déjà maintenant 3 ans, de faire une réflexion d'anticipation. Et nous avons obtenu effectivement la BST des Halles, qui est un ensemble de policiers avec des effectifs, avec des horaires plus tardifs que la police générale et qui ont le mérite en tout cas d'être là. Donc je dirais que les mesures de précaution ont été prises pour éviter que à nouveau cette canopée et ces équipements des Halles dérapent comme ça avait été le cas au moment de l'inauguration du forum. C'est exact, dans les années 80, dérapent très rapidement en lieu d'insécurité, en lieu connoté comme étant un endroit infréquentable. Ouais. Est-ce que vous faites un lien entre les nouveaux aménagements et la baisse de l'insécurité ? Écoutez, c'est vrai que de la belle architecture et de l'architecture respectée est une façon je dirais, de maîtriser certains problèmes de comportement. Est-ce que la canopée, le jardin le permettront? Écoutez, j'en accepte l'augure et j'espère que ce sera le cas. Le pôle transport, indiscutablement, et tout le monde le reconnaît, a quand même été amélioré. Vous confirmez les espaces? Oui, c'est un point. Le pôle transport est je dirais un des seuls points. Il y a quand même quelques points positifs dans l'opération. Le pôle transport fait l'unanimité. L'avenue de la Fondation Pinault dans la Bourse de commerce, c'est un élément extrêmement positif. L'espace conçu pour les jardins des enfants, c'est aussi un espace qui a quand même été assez réfléchi. Alors on revient sur les jardins. Réfléchi. En tout cas, l'espace des enfants, oui. La canopée, c'est plus discutable, et le jardin, c'est le point qui est effectivement le plus polémique. Voilà, on a toutes les graduations. Un quartier plus agréable à vivre ou pas, Elisabeth Bourguina? Ce que je voudrais dire, c'est que le recul de l'insécurité dans le quartier des Halles, c'est lié principalement au fait que le chantier a embolisé absolument toute la zone, et donc les bandes qui venaient là, les dealers, etc., sont partis. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils reviendront ou pas. Moi, je pense que la vente de drogue comme ça dans la rue, elle a beaucoup reculé, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens par Internet, par le téléphone portable, etc., qui font que c'est un phénomène qu'on voit beaucoup moins. Je me demande si on le voit ailleurs à Paris. Par contre, il y a un problème dont on avait discuté avec les policiers à l'époque, qui est le fait d'avoir fait une immense esplanade complètement ouverte comme ça. Avant, c'était un jardin beaucoup plus découpé. Maintenant, s'il y a des gens qui s'avisent de venir par centaines, par milliers aux Halles, dans un quartier piéton où les véhicules de police peuvent arriver difficilement, bon, j'espère que tout se passera dans une ambiance bon enfant. Si ça se passait mal, voilà, c'est une question qui avait été posée déjà il y a plusieurs années, on verra l'avenir. Jacques Baudrier avait cette dimension sécuritaire dans la réalisation de tout le projet des Halles? Le quartier des Halles avait une image d'insécurité importante, vous l'avez rappelé. Et je crois qu'un projet architectural et urbain beaucoup plus ouvert, plus végétalisé, avec, comme vous le disiez à l'instant, un espace de jeu pour enfants très fréquenté, agréable, avec des équipements publics aussi qui avant étaient confidentiels, peu accessibles. Là, on a une médiathèque, un conservatoire, un centre hip-hop, un kiosque jeunesse qui sont maintenant au cœur du projet sous la canopée. C'est beaucoup plus attractif et plus de recoins. Avant, les Halles, les pavillons Villarval, c'était un ensemble de recoins où se cacher, insécuritaire. Le jardin était beaucoup plus morcelé, beaucoup moins ouvert. Donc clairement, le projet urbain architectural crée de la sécurité, de la co-visibilité. Et c'est un de ses succès, et de mon point de vue, ça va être sur le long terme. Et déjà, les Halles ont une bien meilleure image en termes de sécurité aujourd'hui grâce à ce projet. Alors c'était dans les années 60 encore, hein. Les Halles nourrissaient Paris, les Halles étaient même le ventre de Paris. Alors ces pavillons Baltard, hein, ils ont ensuite disparu, ils ont été détruits à partir de 1971 pendant 2 ans, et puis la suite, eh bien, c'est un grand trou hein, qui remplace ces anciens pavillons Baltard. Cela va pratiquement durer 10 ans. On a d'ailleurs des images d'archives, hein, des images de cinéma, puisqu'un film avait été tourné en 1973. Il s'agit du film, on va les voir hein, bientôt, ces images hein, du film « Touche pas à la femme blanche » de Marco Ferreri. Voilà. On voit ce grand trou hein, dans les Halles. Alors c'était une parodie de bataille pour dénoncer le génocide des Indiens d'Amérique, mais aussi la destruction des pavillons Baltard et l'éviction des classes populaires. Et puis il y a ce trou hein, qui est vécu comme un traumatisme par les Parisiens, puisque la gare RER, elle, va être construite en 1977, et c'est cette même année-là que Jacques Chirac reprend le projet en main.
et va vraiment donc s'emparer du projet. Le Forum des Halles, lui, sera vraiment achevé en 1983. Cet énorme trou, c'est un traumatisme pour les Parisiens et finalement c'est peut-être la destruction des Halles Baltard qui vont faire que voilà, le réaménagement des Halles, ça sera sans cesse soumis à des polémiques. Elisabeth Bourguina. Moi, je pense que le quartier des Halles souffre d'un double problème. Le premier, c'est que c'est absolument central. Donc, les édiles successifs se disent, ah ben là, si je fais quelque chose, le monde entier en parlera. Effectivement, quand il y a quelque chose qui est construit aux Halles, que ça soit moche comme ça ou que ça soit beau, tout le monde en parle. Et le deuxième problème, c'est qu'à partir du départ du Forum des Halles, du marché, du grand marché, cette zone est devenue une espèce de no man's land où les gens bien ne venaient pas. C'est la principale porte d'entrée de la banlieue sur Paris, une fois qu'on a créé la gare. Et donc, c'était un quartier pour les jeunes, etc. Et donc, il y a une méconnaissance profonde de la part des décideurs de ce qui se passait vraiment aux Halles. Et je pense que certains ont eu ont eu l'impression, l'illusion qu'on pouvait faire une table rase aux Halles et faire ce qu'on voulait. Or, c'est pas le cas. C'est un lieu qui est très compliqué, avec des émergences du sous-sol, qui ont été très maltraitées d'ailleurs dans ce jardin. C'est ça le double problème des Halles. Il nous reste 1 minute pour vous entendre tous les deux. Jean-François Legarrey. J'ai toujours regretté la destruction des pavillons de Baltard. On avait, je dirais, un modèle de marché Nous avions le modèle original qui a été copié dans le monde entier. C'est une erreur. Je rappelle qu'ils ont été classés monuments historiques un mois avant leur démolition. Après, c'est vrai vivre dans ce chantier perpétuel, je l'ai dit tout à l'heure, on a des faits, on a refait. Il faudrait qu'à un moment, on arrête, si vous voulez, de s'acharner sur ce quartier qui mérite mieux que ça. Jacques Baudrier, en quelques secondes, pareil, 30 secondes. Je crois que, vous l'avez dit, il y a eu ce traumatisme des années 60, 70, 80, avec ces projets d'effets morcelés, refaits. Et là, on est en train de refermer définitivement cette parenthèse. Dans 40 ans, voilà, on aura cette même canopée. Oui, je crois qu'on aura cette canopée. J'espère la voir démolir avant ma mort. Non, voilà, je ne partage pas du tout le point de vue de Mme Bourguina. Je pense qu'on retrouve maintenant un projet qui a une unité, une conception globale et qui est agréable à vivre et qui va durer. Et je crois que ce traumatisme est dépassé. On verra si dans 40 ans, il y a un nouveau projet de la mairie de Paris pour le centre, le cœur de Paris. Nous, on sera normalement plus là pour le commenter, en tout cas plus professionnellement. Quoique sait-on jamais avec l'allongement du temps de travail. On verra. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous dans un instant avec l'essentiel de l'information régionale avec Jean-Noël Mirande, puis la suite de Dimanche en politique. Très bon dimanche sur France 3.